À tous de DDO, attention pour le décompte final. Cette phrase, vous l'avez probablement tous déjà entendue quelques minutes avant le décollage d'Ariane. Et ce soir, elle donne le coup d'envoi de ce dernier CNES Talks de l'année 2013. Alors bonsoir à tous, je vous souhaite la bienvenue en direct du siège du CNES à Paris et en liaison avec le Centre spatial guyanais à Kourou, en compagnie d'Aimée Sip, notre invitée et experte du jour. Bonsoir Aimée. Bonsoir à tous. Alors Aimée est ce qu'on appelle le DDO, c'est-à-dire le directeur des opérations du vol Soyouz VS-06, qui mettra en orbite la sonde Gaia le 19 décembre prochain. Alors qu'est-ce qu'un DDO? Derrière le caractère symbolique que revêt cette fonction, c'est un véritable chef d'orchestre qui se cache et qui se cache derrière et qui permet à chacun, sur la base de lancement, d'exécuter sa partition pour aboutir au décollage et à la mise en orbite parfaitement maîtrisée qu'on connaît à Ariane, mais également aux deux autres lanceurs qui sont exploités depuis la base de Kourou, donc Soyouz et Vega. Alors, où commence, où s'arrête le rôle du DDO? Comment s'organise une campagne de lancement? Qu'est-ce qui se passe en cas de problème? C'est ce que nous vous proposons de découvrir ce soir. Mais avant de te donner la parole, Aimée, je vais demander donc à chacun des blogueurs présents de bien vouloir se présenter. Alors, on va commencer par Anne. Ah bon? Bonsoir. Bonsoir Anne. À tout le monde. Je m'appelle Anne Baza-Gersbach. Je suis néerlandaise. Depuis quelques années, je vis en France. Merci de votre invitation d'ailleurs. Par Rémi van Haarle, de ESA des Pays-Bas, qui d'ailleurs va à Kourou pour assister à le lancement de Gaia. Et ma rencontre avec l'astronaute Kuipers de ESA néerlandais, mon intérêt pour l'espace et l'univers devenu une passion. Voilà. En cours. Merci beaucoup. Alors à côté, nous avons Enguerrand. Oui, bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Enguerrand Petit-Fils, Marsocode sur Twitter. Donc, je suis passionné de spatial depuis que je suis tout petit. J'en ai fait mon métier. Je suis ingénieur aérospatial en Angleterre, à Londres. Et bon, c'est vrai que cette passion pour le spatial a commencé au niveau lors de l'arrivée sur Mars de Mars Pathfinder, le petit rover tout mignon. Merci Enguerrand. Ève. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Je m'appelle Ève, je suis étudiante en communication et je m'intéresse généralement aux sciences dans le cadre où je travaille aussi en médiation scientifique. Et voilà, je suis plutôt amateur, mais voilà, je suis venue pour découvrir plus l'environnement spatial, l'astronomie, etc. Merci et bienvenue. Nous avons Guilhem, donc, qui est du CNES. Oui, bonsoir. Donc, je suis Guilhem, je travaille avec le CNES, donc en particulier sur les Hangouts. C'est moi qui suis dans les coulisses d'habitude. Et ce soir, donc, je suivrai particulièrement les questions des internautes pour les relayer donc, dans ce Hangout. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions sur Twitter en utilisant bien le hashtag CNEStalks que vous voyez s'afficher sur mon écran ou sur celui de Guilhem, et Guilhem s'en fera l'écho parmi nous. Enfin, nous avons Jérémy. Bonsoir, donc je m'appelle Jérémy Négel. Je suis chargé de communication et je suis passionné par l'espace depuis que je suis tout petit. Je blogue, je tweete, je suis sur Google+. Et voilà, et l'espace est une grande passion pour moi. Merci beaucoup. Alors, n'hésitez pas à partager cette vidéo en direct ou en différé après la rencontre. Vous pouvez l'intégrer à votre propre site, votre blog, vos réseaux sociaux en utilisant les boutons de partage qui sont proposés sur la vidéo. Voilà. Et puis, on va finir, évidemment, on va laisser notre invitée, Aimée, se présenter. Bonsoir, Aimée. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Donc, moi, je suis au CNES depuis 13 ans maintenant.
et je suis directrice des opérations depuis 3 ans. Le service des opérations. Donc voilà. Alors peut-être qu'on peut, pour démarrer et avant de lancer les questions, tu peux peut-être nous expliquer un petit peu quel est ton parcours, donc depuis 3 ans, mais qu'est-ce qui t'a conduit là, quelle est ta formation? Est-ce que tu t'attendais à devenir un jour directrice des opérations? Non, je ne m'attendais pas du tout à devenir un jour directrice des opérations. Je suis ingénieure chimiste. Et c'est lors de la fin de mes études, je suis venue en vacances ici et donc on m'a dit qu'il y avait un poste d'ouvert à la sauvegarde environnement. Et donc j'ai tenté ma chance. C'est comme ça que j'ai intégré le CNES. J'ai fait 5 ans dans ce service sauvegarde environnement où j'étais responsable des activités environnement. Donc tous les plans de mesure qui sont mis en place post-tir, pour le suivi de la pollution générée donc par le lanceur Ariane. Et donc, à l'issue pendant ces 5 ans, j'ai eu à mettre en place la certification ISO 14001 du CNES CSG. Et puis, lors de cette expérience, j'ai ensuite tenté ma chance au service support client, où j'étais en charge des activités laboratoires et en parallèle, j'étais responsable moyen charge utile. Donc, le responsable moyen charge utile, c'est un adjoint au directeur des opérations en campagne. J'ai fait 5 ans dans ce service. Et puis, au service des opérations, il y avait un poste d'ouvert et on m'a suggéré de tenter ma chance. Bon, j'avoue que je n'y croyais pas du tout. Et ne voilà-t-il pas que ma candidature a été acceptée. Donc voilà, et c'est comme ça que j'ai intégré le service des opérations. J'ai suivi une formation en compagnonnage avec les autres directeurs des opérations expérimentés pendant 7 mois. 7 mois pendant lesquels j'ai eu à analyser, apprendre à étudier les systèmes de la base de lancement et ensuite démontrer que j'étais capable d'assurer une campagne. Et donc j'ai eu la campagne Ariane 204 comme campagne de qualification et c'est comme ça que à l'issue de cette campagne j'ai été qualifiée DDO. Voilà. Parfait. Alors je crois que Jérémy avait une question pour ouvrir le bal. Oui, alors moi ma question, c'est en fait sur un lancement comme celui-là, celui de Gaïa, il y a à la fois des équipes, des gens comme vous qui sont au CNES, le satellite il est de l'ESA, le lanceur c'est Soyouz, donc il y a aussi des équipes russes. Comment se répartissent les rôles et où se place le DDO là-dedans? Alors, comment se répartissent les rôles? Donc il faut savoir que toute la campagne lanceur Soyouz est coordonnée et maîtrisée par le COEL, donc qui est Ariane Espace, donc qui est en interface justement avec les équipes russes. Et donc le COEL s'assure, donc c'est le chef des opérations de lancement, et donc il a en charge la coordination de toutes les opérations, des activités de préparation et de mise en œuvre du lanceur. Côté charge utile, donc l'organisation qui est en place, c'est une organisation où vous avez le chef de mission qui est Ariane Espace, qui est en interface avec les clients satellites. Donc au niveau client satellite, vous avez le client pour Gaïa, par exemple, qui est l'ESA, et le constructeur qui est Astrium. Et donc le chef de mission est l'interface privilégiée du DDO, donc le directeur des opérations, pour la coordination de toutes les opérations de préparation avant l'arrivée du satellite en Guyane, pendant les opérations de préparation, toutes les activités qui touchent le contrôle de l'état de bonne santé du satellite une fois qu'il est en Guyane, et donc une fois que on démarre les opérations combinées, c'est-à-dire les opérations où on aura des activités à la fois satellite et lanceur, c'est-à-dire la mise sous coiffe du satellite. Et donc, pour ce faire, nous avons donc le chef de mission et le DDO qui assure tout ce suivi-là.
bien sûr, nous avons des réunions journalières et lors de ces réunions, les clients nous font remonter leurs besoins, le déroulé de leurs activités, l'état d'avancement de leurs activités, et le DDO a en charge de mettre en place l'ensemble des moyens de la base qui sont nécessaires aux clients pour la bonne marche de leurs activités. Et ensuite, la deuxième phase, c'est que le DDO, lui, il a en charge également la coordination de toutes les opérations, de la configuration de la base de lancement. Donc, bien sûr, nous avons des contraintes régaliennes qui sont la sécurité des personnes, des biens et de l'environnement, donc une mission de sauvegarde. Et pour ce faire, nous avons besoin de configurer un certain nombre de systèmes pour pouvoir garantir tout cela. Et la configuration de la BLA consiste donc à configurer pour la campagne dédiée les moyens mesure, donc qui comportent la télémesure, donc les antennes de suivi du lanceur, de poursuite du lanceur. Vous avez la localisation, donc les radars qui permettent de localiser le lanceur. Vous avez les moyens optiques vidéo, puisque nous avons des caméras numériques qui sont installées un peu partout sur la base, qui permettent à la fois la sauvegarde sol, le suivi des activités sol qui se déroulent sur la base, mais également des caméras qui sont dédiées aux missions de la sauvegarde de vol. Et puis, nous avons également les télécoms, puisque, bien sûr, quand nous mettons en œuvre le réseau de stations aval, nous avons besoin que soit mis en œuvre tout un réseau de télécommunications pour pouvoir communiquer avec les stations aval qui assurent donc la poursuite du lanceur en chronologie positive. Voilà, donc, et puis bien sûr, nous avons la météo, nous avons les équipes logistiques, énergie aussi. Donc, il y a toute une équipe autour du directeur des opérations pendant cette phase on va dire cette phase de pré-chronologie et post-chronologie. Voilà. Enguerrand. Oui, bonsoir Aimé. J'aurais une question concernant la différence au niveau des opérations qu'il y a entre un lancement de Soyouz et un lancement d'Ariane. Alors, bon, déjà, ce sont deux lanceurs qui sont totalement différents. Et donc, les activités, les opérations de lancement qui concernent Ariane, vous avez des activités qui vont d'abord démarrer au bâtiment d'intégration lanceur. Donc, c'est à peu près une vingtaine de jours. Ensuite, le lanceur Ariane est transféré au bâtiment d'assemblage final où vont se dérouler à peu près durant 14 jours des activités, y compris les activités d'opération combinées, avant que le lanceur ne soit transféré en zone de lancement pour le J0. Donc, il est transféré à J-1 Ariane 5. Soyouz, vous avez d'abord des activités de préparation de l'étage frégate dans ce qu'on appelle le bâtiment de préparation charge utile numéro S3. Et donc, dans ce bâtiment-là, donc le frégate est préparé, rempli en ergol. Et ensuite, vous avez des activités qui se déroulent en parallèle au MIC, un bâtiment qui se trouve en zone avancée sur le site Soyouz, où vous avez l'intégration du triétage, donc les blocs BVDD, donc ce sont les 4 propulseurs du lanceur. Vous avez le bloc A qui est le deuxième étage qui est le corps principal du lanceur. Ensuite, vous avez le bloc I qui est intégré et ensuite, vous avez le composite supérieur qui, lui, finalise la préparation une fois que le satellite est transféré dans ce bâtiment PCU S3 où se trouve le frégate. Donc, le satellite, une fois qu'il arrive dans ce bâtiment, il est érigé sur le frégate et ensuite, on encapsule l'ensemble sous coiffe. Et donc, c'est ce qu'on appelle au final le composite supérieur et c'est ce composite-là qui est transféré en zone de lancement pour être érigé sur le lanceur. Donc voilà, et donc ces opérations côté Soyouz
Le lanceur ohmique, il est assemblé à l'horizontale. Ensuite, il est transféré en zone de lancement sous portique où il sera mis à la verticale. Et une fois qu'il est transféré sous portique en zone de lancement, le composite supérieur lui quitte le S3 et vient rejoindre le lanceur où l'ensemble est assemblé ensuite. Donc voilà, donc les opérations sont totalement différentes, ainsi que les chronologies avant le J0. Alors, Guilhem avait un certain nombre de questions. Je ne sais pas si on en a déjà de Twitter. Guilhem, il faut activer ton micro. Non, pas encore de questions sur Twitter. Je me demandais... je vais y arriver, pardon. Donc lors d'un lancement, donc il y a plusieurs séquences et souvent, parfois il y a des annulations. Comment ça se passe dans ce cas-là? Comment c'est décidé? Est-ce que c'est vous? Est-ce que ça dépend du moment où c'est annulé? Oui, bien sûr. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on démarre ce qu'on appelle une chronologie de lancement, donc le fameux J0, que ce soit Ariane, Soyuz ou Vega, on a chronologie négative, donc c'est un décompte en chronologie négative avant le H0, donc les opérations avant H0, de préparation finale du lanceur. Il y a des lanceurs qui doivent être remplis juste avant, quelques heures avant le H0, et d'autres pas, comme Vega, il est rempli quelques jours avant. Donc, en fonction de la chronologie de J0, vous avez donc la chronologie négative et la chronologie positive. Alors, en chronologie négative, effectivement, quand on démarre la chronologie négative et que tous les opérationnels sont en place, un rouge peut survenir tant qu'on n'a pas touché, on va dire, ça dépend aussi des lanceurs, quelques secondes avant le H0. Donc, il y a différentes étapes. Donc, si un rouge arrive avant la séquence séquence finale lanceur, donc qui est différente bien sûr en fonction des lanceurs, pour Soyuz, Vega et Ariane. Si ce rouge, en fonction du moyen qui est incriminé, puisque bon, bien sûr, avant, il y a toute une préparation qui est faite en amont. Si on a le temps de réparer et de se revenir en configuration nominale sans impacter la suite de la chronologie, ben, on tente, bien sûr. Maintenant, si on a passé la séquence finale lanceur et qu'un rouge survient, tout se joue au niveau du pupitre du DDO. C'est-à-dire que quand on démarre la séquence finale lanceur, normalement, tous les adjoints opérationnels qui, à leur niveau, gèrent et maîtrisent leur système, doivent lever ce qu'on appelle les forçages. Les forçages parce que nous avons deux possibilités, soit un rouge, soit un vert. Donc, quand on est forcé à vert, on déroule tous nos essais au préalable, donc avant cette levée de forçage. Donc, on est forcé à vert pendant toute la phase de chronologie négative avant la synthèse finale lanceur. Et pendant cette période-là, si un rouge survient, chaque adjoint gère son moyen qui est incriminé. Bien sûr, nous avons des commissions techniques des anomalies qui se déroulent pendant la chronologie où des équipes opérationnelles se réunissent de manière à essayer de résoudre le problème le plus rapidement possible. Donc, une fois que les adjoints ont levé leur forçage à vert, au niveau du DDO, tant qu'il n'est pas passé en synthèse automatique, donc il est en synthèse normale sur sa console, tant qu'il n'est pas passé en synthèse automatique, si un rouge survient, il peut être géré au niveau du pupitre du DDO. Et par contre, en fonction bien sûr des lanceurs, une fois que le DDO est passé en synthèse automatique, un rouge qui survient de n'importe où sur un système peut arrêter le temps des comptes.
Donc voilà. Et bien sûr, je rentre pas dans les détails parce que sur Soyuz, Vega et Ariane, les chronologies sont totalement différentes. Il y a des temps aussi spécifiques qui sont différents, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, sauf si vous souhaitez que je vous cite un cas particulier. Donc voilà. Donc et bien sûr la prise de décision est différente puisque vous avez une autorité de lancement, l'autorité de lancement qui donne l'autorisation de lancement. Donc ça c'est le directeur du CNES CSG qui autorise le lancement. Et vous avez aussi une autorité décisionnelle qui concerne le lanceur. Et donc, cette autorité, bien sûr, donne l'état du lanceur et dit si oui ou non on autorise si le lanceur plutôt est prêt pour la chronologie finale. Alors, est-ce que Anne... au final oui, c'est une question. On va juste laisser, pardon, on va juste laisser finir Aimé. Pardon. Non, je disais qu'au final, vous avez donc l'autorité décisionnelle pour le lanceur uniquement, purement lanceur, et l'autorité, puisque le CNES a une mission régalienne qui est la sécurité des personnes, des biens et de l'environnement, et donc c'est le directeur du CNES CSG qui au final prend la décision pour le lancement. D'accord. Alors Anne, qu'on n'a pas encore entendu. Oui, j'ai une question. Pour quelle raison le lancement de Gaïa, prévu pour novembre, a-t-il été rapporté en décembre? C'est peut-être une question à poser. C'était une anomalie sur un des équipements embarqués du satellite qu'il a fallu ramener en Europe pour réparation. Et ensuite, on a eu une période de stand-by d'environ une quinzaine de jours. Ce qui a amené à décaler le lancement puisqu'il fallait intégrer cette période de stand-by pour la réparation de ces équipements. Ensuite, il devait subir des tests là-bas en Europe. Une fois qualifiés, validés et retour en Guyane, il fallait à nouveau les réintégrer sur le satellite, réaliser toute la batterie de tests requise et puis ensuite retrouver le point de départ, enfin le point d'arrêt précédent pour la reprise des activités. Donc on s'était arrêté, si vous voulez, avant les tests de préçu du satellite. Donc il a fallu dérouler toutes les activités en amont pour retrouver une configuration similaire. Voilà, juste un commentaire. C'est vrai que sur Internet, on vous annonce, c'est assez fréquent qu'on vous annonce des reports de lancement plusieurs semaines avant ou juste quelques jours, et ce n'est pas toujours, la raison n'est pas toujours due au lanceur ou à la base. Effectivement, c'est vrai que les satellites peuvent avoir leurs propres raisons et ont leur propre vie, si on peut dire. Donc voilà. Et voilà. puis surtout, Gaïa est particulier, c'est que Gaïa, il a une fenêtre pendant laquelle il peut être lancé. Et donc, si vous voulez, en novembre, on avait du 17 jusqu'au 5 décembre où on pouvait lancer. Et cet incident qui a généré un certain retard a fait que entre le 5 et le 17 décembre, on ne pouvait plus lancer le satellite. Donc, il fallait donc réanalyser et replanifier toutes les opérations et voir la date au plus tôt à laquelle on pouvait lancer. Et c'est la date que vous connaissez tous, c'est le 19 décembre. Voilà, et donc on peut lancer Gaïa entre le 17 décembre, le nouveau créneau de tir, c'est entre le 17 décembre et le 5 janvier. Moi, je pense qu'on reviendra tout à l'heure sur la notion de fenêtre de tir parce que c'est toujours très très mystérieux selon l'émission. Mais avant ça, on avait quelques questions qui se posaient, notamment Guillaume sur Twitter. Ton micro, Guillaume.
Oui, une première question d'Actu Space Blog qui voulait savoir, donc lors des lancements, donc il y a plusieurs stations au sol, il y a des navires, il y a le CSG évidemment, il y a le lanceur. Et comment s'effectuent les communications entre toutes ces entités? Alors les communications, elles sont très variées. On a ce qu'on appelle le réseau poursuite lanceur. Et donc, elles se font soit par un réseau satellitaire, essentiellement. C'est un réseau satellitaire qui est mis en œuvre. Voilà, et donc qui permet les communications avec les stations aval. Enguerrand? Le réseau de stations aval, il faut savoir que ce réseau de stations aval, comment nous sommes organisés, c'est que nous recevons une spec technique de besoin de la part de l'opérateur de lancement. Et cette spec technique de besoin est analysée par les équipes du CNES qui, en fonction de la trajectoire du lanceur et de sa mission, définit le réseau de stations aval. Et donc, ce sont les équipes mesures du CNES qui sont en charge de mettre en œuvre ce réseau de stations aval et de le valider. Donc, il y a des stations avec lesquelles nous avons des partenariats. Donc, on peut très facilement les configurer puisque nous connaissons les moyens dont ils disposent et on peut les adapter à nos besoins. Par contre, il y a d'autres stations où nous sommes obligés d'envoyer des équipes sur place pour mettre en place des kits de télémesure de manière à configurer la station et la rendre capable de recevoir les données et dans le bon format qu'il nous faut pour ensuite les traiter derrière et analyser la mission du lanceur, les données reçues du lanceur. Enguerrand? Oui, tout à l'heure, on a parlé de ce qui pouvait se passer si jamais il y avait un incident qui intervenait lors de la chronologie négative. Je voulais savoir à partir de quel moment, lors de la chronologie positive, donc après le début du lancement, vous, en tant que DDO, vous pouvez souffler. Vous pouvez vous dire, ça y est, c'est bon, on est sur la bonne trajectoire. Voilà, il faut savoir qu'au niveau des DDO, nous sommes plusieurs. Donc, bon, moi, je suis sur la campagne, le dernier lancement de l'année, VS06. Et ce sera mon dernier aussi en tant que directeur d'opération. On réagit différemment. Donc, en ce qui me concerne, déjà au décollage, je souffle. Si le lanceur a un comportement adéquat, je souffle. À la fin de la mission sauvegarde, je souffle, parce que la mission sauvegarde vol, c'est la mission pendant laquelle les équipes sauvegarde sont à pied d'œuvre et sont sur le pont de manière à surveiller tous les paramètres du lanceur à bord, afin de s'assurer qu'il ne dévie pas de sa trajectoire. Et donc, s'il dévie de sa trajectoire, malheureusement, il serait contraint de le neutraliser dans la mesure où le CNES a la responsabilité de la sécurité des biens des personnes et de l'environnement. Et donc, bien sûr, si le lanceur devient dangereux, il faut le neutraliser. Ensuite, après la mission sauvegarde de vol, je souffle. Ensuite, le deuxième coup de souffle se fait en fonction, par exemple pour Soyuz, on va dire quand il y aura le premier allumage frégate, de l'étage frégate, je vais souffler parce que ça veut dire que le frégate s'est allumé correctement, donc après les réallumages suivants se feront de manière nominale et donc sans aucun souci, jusqu'à la séparation du satellite où je vais encore souffler parce que là le satellite aura été mis sur l'orbite attendue pour ensuite lui poursuivre sa vie. Et je vais au final souffler quand on aura terminé la mission mesure. Et la mission mesure, c'est la fin complète de l'ensemble des opérations. Et la fin de mission mesure correspond également à la fin de mission sauvegarde de surveillance, puisque on doit s'assurer pour la sécurité des personnes du dernier étage. Donc, typiquement, le frégate, il faut qu'on s'assure qu'il soit bien désorbité.
Ça fait partie encore des missions des équipes mesures en place et sauvegarde. Jérémy avait une question. Oui, j'avais une question à laquelle Aimé vient de répondre. En fait, je voulais savoir justement si l'étage frégate était bien désorbité pour éviter les débris spatiaux. Oui. Alors, Guilhem avait une question de Twitter. Oui, une question de Guillaume Brunat qui voulait savoir, donc Soyouz est un lanceur russe, et du coup, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des Russes au CSG? Comment se passe la coopération avec eux? La coopération se passe très bien. Nous sommes quand même au sixième Soyouz en Guyane. Donc effectivement, les équipes russes qui viennent au CSG pour dérouler les opérations sur le lanceur et sur le frégate et le triétage, donc sont hébergés, on va dire, sur la commune de Sinamari, puisque c'est la commune la plus proche du pas de tir Soyouz. Et donc, ils font comme nous, hein, ils roulent leurs activités au niveau de la zone de lancement Soyouz. Et d'autres Russes puisque ce sont les équipes russes qui s'occupent également du frégate, qui lui est préparé en partie en zone de lancement et ensuite est transféré au bâtiment, au PCUS 3 dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc oui, ils sont véhiculés en bus pour leurs besoins professionnels. Et donc voilà quoi. Et la coopération se passe très bien, aussi bien avec les équipes Ariane Espace, les équipes sauvegarde sur place, les planificateurs que les équipes CNES et industrielles. Anne, est-ce que vous aviez une nouvelle question? Oui, j'ai une nouvelle question. Qu'est-ce qui détermine la puissance du lanceur? Alors, qu'est-ce qui détermine la puissance du lanceur? On va dire que c'est sa performance. Donc la performance que l'on souhaite du lanceur, bien sûr, en fonction de l'orbite qui sera choisie par rapport à la mission satellite. Les lanceurs ont des perfos qui sont différentes. Ariane 5 a une perfo qui peut aller jusqu'à 10 tonnes. Donc, c'est sa capacité d'emport en satellite. C'est un lanceur qui est très puissant, de sa conception. Et Soyouz, par contre, qui utilise des carburants et carburants différents, et qui a une conception différente d'Ariane 5, a une capacité d'emport en satellite moindre, qui varie en fonction de l'orbite sur laquelle le satellite doit être positionné pour sa mission, et Vega également. Donc Vega, ce sont essentiellement les orbites basses. Donc la perfo des lanceurs est fonction de sa mission. Alors, Eve, qu'on n'a pas encore entendu, est-ce que vous avez une question? Est-ce qu'éventuellement vos internautes sur Twitter ont des questions? Non, les internautes n'ont toujours pas de questions. Ils sont calmes ce soir. C'est ça. Je me posais des questions en fait par rapport à qu'est-ce qu'on fait si la fusée n'atteint pas l'orbite. Alors, si la fusée n'atteint pas l'orbite voulue, pour nous déjà, ce peut être un échec si le satellite, hein, puisqu'il faut savoir que un satellite qui est mis en orbite, il est chargé en comburant et carburant. Donc, ça veut dire que derrière, le lanceur, lui, le positionne sur une orbite visée. Et lui, ensuite, derrière, il doit atteindre son orbite opérationnelle. Donc, pour ce faire, donc, il est comme c'est comme une voiture, hein,
il a son comburant et carburant et donc il fonctionne en autonome et donc il est géré depuis une station sol et piloté depuis une station sol pour atteindre son orbite opérationnelle. Et donc, si les quantités embarquées d'ergol permettent de pallier à ce manque généré par le fait que le lanceur n'ait pas pu le mettre sur la bonne orbite, et qu'au final, il est grâce à on va dire grâce à ces quantités embarquées d'ergol il peut atteindre son orbite opérationnelle, on peut dire que ce n'est pas un échec mission. Par contre, s'il n'atteint pas son orbite opérationnelle, de fait, c'est un échec mission. Un échec mission lanceur. Ça veut dire Alors, on peut quand même préciser que... Oui. Vas-y. Non, je veux dire, ça veut dire que là, on n'a pas atteint la mission voulue par le lanceur. On peut quand même préciser que ça arrive quand même très rarement. Peut-être que Aimé a quelques chiffres. Moi, j'en ai en tout cas 2 qui me viennent et j'espère que Aimé pourra les confirmer. C'est que déjà Ariane 5 en est à son 57e succès d'affilée, donc mission réussie. Et puis l'autre, je crois, c'est que la précision de ce qu'on appelle l'injection sur orbite est de l'ordre de quelques mètres, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Voilà, donc c'est quand même voilà, une activité qui est actuellement très fiable et un échec mission est quand même assez rare. Ouais. Alors Jérémy. Oui, moi je voulais demander à Aimé, comme Soyouz est quand même un lanceur qui est certifié pour les vols humains, est-ce qu'on peut imaginer, est-ce qu'on peut envisager qu'un jour il y ait des astronautes qui soient lancés depuis un Soyouz, depuis la base de Kourou en Guyane? Et si oui, qu'est-ce qu'il faudrait faire? À mon niveau, je ne saurais pas vous dire. Personnellement, je pense que non. Je pense que ce ne sera pas le cas, en tout cas pour le Soyouz qui est en Guyane. En tout cas, pas dans un futur proche. La décision ne peut être que politique. Donc, moi, je suis vraiment au plus bas de l'échelle. Là, je ne saurais vraiment pas vous répondre. Après, effectivement, on peut imaginer qu'une décision soit prise et qu'on décide de faire des vols embarqués humains depuis la Guyane, auquel cas, il est tout à fait, il y aura forcément derrière une étude de fait, voir si les moyens et le dispositif actuellement en place permet justement ce type de mission et si c'est pas le cas, mettre en place ce qu'il faut pour réaliser cela. Mais aujourd'hui, le lanceur Soyouz en Guyane, ce genre de mission n'est pas prévu pour lui. C'est une question qu'on nous pose très souvent. Je pense qu'effectivement, on peut dire que techniquement, c'est une éventualité, mais c'est pas une orientation que l'Europe a prise jusqu'à présent, et ça nécessiterait certainement des très très gros moyens. Voilà. Alors après, c'est une question de priorité. Guilhem avait, je crois, une question de Twitter. Oui, une question sur Twitter. Oula, Guilhem, une voix de robot là. Oui. Ça va mieux? Non. Non. Essaye, sinon je vais la poser pour toi, parce que je la vois. Alors donc la question c'était de savoir, en fait Soyouz, Vega et Ariane ont chacun un process de lancement, si on peut dire. Est-ce qu'il y en a un, d'après toi Aimé, que tu qualifierais de plus facile ou de plus difficile pour en tout cas du point de vue du rôle du DDO? Je vous avouerai que j'ai fait 2 Ariane 5, j'ai fait les 2 premiers Vega. Je suis à mon premier Soyouz et mon dernier. Donc, si je devais comparer, je dirais que le plus simple pour moi, c'était Ariane.
Pourquoi? Parce que je suis arrivée en terrain connu. Donc, mes DDO prédécesseurs avaient déjà déblayé le terrain, les procédures étaient déjà rédigées, donc il n'y avait aucun souci. Une fois qu'on est bien formé et qu'on respecte les procédures mises en place et l'organisation mise en place, il n'y a pas de difficulté. Soyouz également, puisque c'était Thierry Vallée qui a fait donc les 2 premiers Soyouz, hein, qui étaient DDO à l'époque, pas si longtemps que ça d'ailleurs. Et donc là aussi, j'arrive en terrain connu. Bien sûr, il y a quand même un travail qui est important au niveau du DDO, puisque je dois m'imprégner du fonctionnement, de l'organisation, et puis surtout des procédures et de tout ce qui touche les activités opérationnelles au niveau du lanceur. Donc c'est vrai que ça demande aussi du travail. Là où j'ai rencontré les plus grosses difficultés, c'était pour Vega, bien sûr, puisqu'il fallait tout mettre en place. Et donc, c'était un nouveau lanceur. Et effectivement, la charge de travail au niveau du DDO était plus difficile et plus importante. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les activités de coordination d'opérations, pour le directeur des opérations, la partie préparation et suivi des coordinations, suivi et coordination des opérations satellites au CSG, un satellite, les opérations sont plus ou moins similaires. Donc l'organisation et la coordination, on peut la répéter quel que soit le lanceur. Par contre, les activités de configuration de la base de lancement et les contraintes au niveau du lanceur et durant la chronologie de lancement étant différentes en fonction des lanceurs, le plus gros du travail se situe à ce niveau-là. Et donc pour Vega, il a fallu rédiger bien sûr toutes les procédures de chronologie, que ce soit pour les adjoints à leur niveau, que ce soit pour le DDO. Il a fallu donc rédiger des procédures de chronologie de répétition générale et des procédures de chronologie de J0. Et également des procédures spécifiques, hein, puisqu'il fallait valider le lanceur. Donc on a dû faire un test grandeur nature qu'on appelle le dry run, de manière à s'assurer que les systèmes RF lanceurs, les antennes, les répondeurs radars, les récepteurs de télécommande, les signaux envoyés étaient bien reçus de notre station à Galio, depuis Galio. Et donc, on a dû faire ces essais pour vérifier le signal et s'assurer que Galio recevait bien le signal. Donc tout ça, ça génère bien sûr du travail et pour toutes les équipes opérationnelles et également pour le DDO. Donc oui, pour moi, le plus difficile, ça a été Vega. Maintenant qu'il y a un retour d'expérience sur Vega, on va dire que ce sera beaucoup plus simple, puisque les procédures sont rédigées, il suffira simplement de les adapter en fonction. Puisque Vega, il faut savoir que le premier Vega, c'était un lancement simple, donc c'était une seule charge utile principale, avec des charges utiles secondaires, mais qui n'impactaient pas, on va dire, les opérations côté lanceur et ni d'adaptation, qui ne nécessitaient pas d'adaptation spécifique du lanceur. Donc, il y avait un process mis en œuvre pour les opérations du premier vol Vega et un deuxième process qui a été également qualifié et validé sur le deuxième Vega et qui était le système de lancement double. L'équivalent, ce qu'on appelle le SIDA sur Ariane, sur Vega, c'est ce qu'on appelle le VESPA. Et donc, ce VESPA permettait donc d'intégrer donc 2 satellites sur Vega 2. Il y en a eu Venere 4 et l'autre c'était ProbaV. Voilà.
Alors, moi, j'ai une question qu'on nous pose souvent sur Internet. Je suis étonnée que personne ne l'ait fait ce soir. Je parlais tout à l'heure de la fenêtre de tir. C'est vrai que vu de l'extérieur, c'est assez mystérieux. Euh, Quand on entend parler de la fenêtre de tir, on voit qu'elle a une durée assez précise, que selon les missions, ça peut être quelques jours, quelques semaines, et parfois il y a juste un moment, une heure H, et puis 5 minutes après, c'est plus l'heure. Qu'est-ce qui fait qui détermine en fait cette fenêtre de tir, à quoi elle correspond? La fenêtre de tir, en fait, c'est en fonction de la mission du satellite et sa mise en orbite sur son orbite opérationnelle. Et donc, et en fonction, bien sûr, de ses contraintes. Et donc, c'est tout ça qui fait qu'au final, après analyse approfondie de cette mission satellite, on définit la fenêtre de tir. Donc Vega maintenant. Gaia, par exemple, c'est un H0 unique. L'objectif étant de mettre sur une orbite de transfert et donc à un temps précis pour que derrière le relais soit pris par la station Sol, donc qui va gérer donc le satellite et qui suivra ensuite derrière les opérations de déploiement du bouclier solaire de Gaïa et ensuite qui suivra les opérations de, de poursuite satellite avec bien sûr d'autres stations qui seront mises en œuvre pour que Gaïa atteigne son orbite finale qui est le point de Lagrange L2. D'accord. Jérémy? Oui, une autre question pour Aimé, on l'a déjà un petit peu évoqué, mais moi je trouve ça fascinant cette coopération qu'il y a entre la France et la Russie. Alors est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur qu'est-ce que ça représente en nombre de personnel l'équipe russe, et puis quelles sont leurs responsabilités, et puis est-ce qu'il y a des transferts de technologie entre Arianespace, le CNES et ces équipes russes? Alors les équipes russes sur une campagne complète s'évalue approximativement à un peu plus de 300 personnes. Bien sûr, il y en a qui viennent en mission, d'autres qui sont là, des responsables qui sont là pendant toute la durée des opérations lanceurs, puisque vous avez l'intégration du triétage et puis les opérations sur le frégate. Typiquement, les ergoliers russes viennent pour les opérations de remplissage du frégate et les opérations de décontamination, et ensuite ils repartent. Donc voilà, donc ça, en grosso modo, c'est à peu près 300, un peu plus de 300 personnes au niveau des équipes russes qui se relaient, hein, mais bon, à la louche. Au niveau Europe, on va dire que c'est à peu près une centaine de personnes. Donc c'est une collaboration qui se fait, et donc l'organisation, c'est que vous avez l'équivalent du COEL côté russe, et donc bien sûr il y a des échanges, hein, puisque la coordination est nécessaire dans la mesure où le suivi doit être fait par les deux. Le suivi des opérations et de la planification des opérations doit être suivi par les deux. Donc forcément, il y a obligation, entre guillemets, de collaboration équipe Europe et équipe russe. Enguerrand? Oui, donc on vous voit dans une salle, donc dans la salle de contrôle. Est-ce que vous pouvez un peu nous décrire comment elle s'organise, où est située chaque personne? Alors oui, je peux vous montrer comment s'organise. Comment nous sommes organisés. Il n'y a pas de souci. Je prends la webcam et je la balade. Voilà, c'est ça. Vérifie. Alors, ce que vous avez derrière, là,
c'est ce qu'on appelle la salle des VIP. Donc, c'est à peu près 230 personnes. Tout en haut, vous avez les box pour les journalistes, les équipes de presse, etc. Ensuite, je tourne la caméra sur ma droite. Donc, sur ma droite, pardon, en face, pardon, vous avez ce qu'on appelle le mur d'image opérationnelle. Oups, oups. Au niveau cadrage, je suis désolée, je ne suis pas très bonne. Je suis moins fiable et moins précise que le lanceur. Donc là, vous avez le mur d'image opérationnelle. Donc, vous avez la partie supérieure à ma gauche, mais pour vous, je ne sais pas, qui est en vert. Donc, ce sont les comptes rendus d'état des différents systèmes. Juste en dessous, vous avez le détail de la chronologie, des opérations de chronologie. Vous avez le temps des comptes qui est affiché, le temps universel, le H0, le début et la fin de créneau. Les images du lanceur, donc ce sont les images de synthèse que nous diffusons pour la chronologie positive avec les différentes étapes principales du lanceur, donc les étapes de séparation, les différents étages, les acquisitions, stations, aval. Et en bas, ce sont les deux écrans qui nous permettent de suivre la trajectoire du lanceur et donc de suivre de manière plus détaillée sa mission. Avec tous les paramètres à côté, vous avez donc l'altitude, la distance, sa vitesse, etc. Donc voilà, suivi par les systèmes de trajectographie. Et puis donc au niveau des équipes opérationnelles, alors mon pupitre. Donc ici vous avez le directeur des opérations, excusez-moi. Vous avez le directeur des opérations qui est donc ici. Donc il est assisté de son adjoint. Donc là vous voyez un petit boîtier. Donc c'est un petit boîtier qui permet il y a un système filaire d'arrêter le temps des comptes. Donc voilà, tout le monde pense que le DDO appuie sur un bouton pour faire décoller la fusée. Non, le DDO il est là pour arrêter, pas de problème, au contraire, c'est plus difficile. Le lanceur, tout est automatisé. Ensuite, sur là-bas, donc ici, devant, donc au premier rang là, vous avez donc le responsable optique, le responsable télémesure. Ensuite, vous avez le responsable localisation, donc celui qui s'assure du bon fonctionnement des radars. La télémesure, il s'assure du bon fonctionnement des antennes de télémesure et il est en contact avec les stations aval. Le responsable télécommunication, donc qui s'assure du bon fonctionnement du réseau poursuite lanceur de télécommunications. Et le responsable optique vidéo qui est là-bas, là. Le monsieur que vous voyez à l'écran, donc c'est le responsable optique vidéo et c'est lui qui s'assure donc de la diffusion des images de synthèse, donc qui est en relation avec l'équipe opérationnelle, qui sont donc au CDPI qui sont bien sûr sur site. Et derrière lui, là-bas, là, derrière lui, là-bas, ce sont les emplacements pour les clients satellites. Donc, en règle générale, pour les clients satellites, vous avez un responsable constructeur et le client lui-même, le responsable côté client. Voilà. Ensuite, juste à côté du PDO, donc sur sa droite, vous avez le chef de mission, qui est Ariane Espace, et son adjoint. Ensuite, à la gauche du DDO et son adjoint, vous avez donc le responsable qualité. Vous avez ensuite l'adjoint mesure. Donc, c'est l'adjoint mesure qui a en charge
faire l'interface avec les adjoints télémesures localisation. Ah, Aimé, tu es un petit peu loin de ton micro, on a du mal à t'entendre. C'est l'adjoint mesure qui a en charge, qui est en interface avec les responsables télémesure, LOC, téléphone et optique vidéo, et qui s'assure donc qui s'assure de la qualité et du bon fonctionnement de l'ensemble du système mesure. Et à côté de lui, à côté des adjoints mesure, vous avez les responsables logistiques, donc qui s'occupent bien sûr des systèmes énergie qui sont sur la base et qui sont activés et mis en œuvre pour la chronologie. Voilà, et derrière, tout derrière, vous avez, ah oui, j'ai oublié, vous avez là-bas au fond, oui, là-bas au fond, derrière une vitre, ce qu'on appelle la cellule de vol. Donc, ce sont toutes les équipes décisionnelles au niveau de l'opérateur de lancement. Voilà. Et derrière, les pupitres vidéo et chefs de mission, vous avez les responsables décisionnels côté CNES. Voilà. Et un peu plus haut, vous avez l'emplacement pour le directeur du CSG, la direction des lanceurs, la sous-direction de protection. Voilà, donc vous avez un peu tout derrière derrière la première zone opérationnelle. Derrière, vous avez tous les responsables des autorités décisionnelles. Voilà. Et toutes ces personnes qu'on retrouvera probablement du coup à leur poste la semaine prochaine. Alors Guilhem avait une ou deux questions de Twitter. On est dans les 10 dernières minutes de la rencontre. Oui, j'avais une question de Twitter de Jérémy Morin qui voulait savoir comment saura-t-on que Gaïa sera bien placée au point Lagrange 2. Je ne sais pas si vous pourrez y répondre. Et j'avais aussi une autre question, à peu près une semaine du lancement. Où en sont les opérations de lancement de Gaïa? Est-ce que le satellite est sur le lanceur? Comment ça se passe aujourd'hui? Alors, en ce moment, nous avons démarré donc les activités. Alors, je réponds à la deuxième question. Hein, les activités d'opération combinée. Donc, le satellite une fois rempli a été mis donc sur son adaptateur de vol. Donc, dès que le satellite est positionné sur son adaptateur de vol, donc c'est la première étape des opérations combinées. Donc, il y a toute une série et ensuite, on le transfère dans ce qu'on appelle le container charge utile, le CCU3. Donc, Gaïa a été transféré hier soir au bâtiment S3 pour rejoindre le frégate. Et donc, ce que je vous ai déjà expliqué, ensuite le satellite est intégré sur le frégate, l'étage frégate. Et donc aujourd'hui, Gaïa est en cours d'intégration sur l'étage frégate et après-demain, vont démarrer les opérations d'encapsulation sous coiffe de l'ensemble satellite plus frégate, plus étage frégate. Et à J-4 pour Soyuz, donc J-4 pour nous, ce sera samedi, le composite supérieur que je vous ai déjà expliqué, quittera la zone du S3 pour aller rejoindre la zone de lancement dans l'après-midi. Alors la première partie de la question, c'était, mais elle est peut-être pas tellement pour toi. C'était la question finalement du succès de la bonne arrivée de Gaïa sur son orbite. Alors, ce sera les informations, bien sûr. Gaïa est suivie donc par des stations sol. Donc, il y a la station de l'ESA Darmstadt. Vous avez une autre, Cebreros. Et la dernière station, je ne m'en souviens plus. Je sais qu'il y en a une en Italie et une autre en Australie. Donc voilà, et donc ce sont ces stations qui ont été désignées pour le suivi de la mission Gaïa.
D'accord. Donc voilà, parce que bien sûr, Gaïa, comme vous le savez, et vous avez pu déjà lire sur le net ou autre, a pour mission donc de cartographie en 3D notre galaxie, notre galaxie, et donc la durée de sa mission est de 5 ans et demi. Donc durant toute cette période-là, il faudra, les stations sol désignées vont récupérer l'ensemble des données, collecter l'ensemble des données que le satellite renverra vers la Terre. Anne. Oui, j'ai une question. Puisque c'est un lanceur Soyuz qui est utilisé, pourquoi le lancement passe à Kourou et non à Kazakhstan, par exemple, parce que le Soyuz, pour les astronautes qui vont être emportés pour aller vers l'ISS, c'est toujours à Kazakhstan. Mais c'est un autre Soyuz, évidemment. Oui, il y a différents Soyuz, hein. Même ceux qui sont en Guyane, il y a deux types de Soyuz, donc ce sont de conceptions différentes. Pareil pour les frégates, vous avez deux types de frégates. Pourquoi tout dépend bien sûr du contrat qu'a passé le client satellite avec l'opérateur de lancement et puis également de la capacité d'emport et de la mission que devra remplir le lanceur. Donc en fonction de ça, les décisions sont prises pour savoir si il est préférable d'envoyer ce satellite depuis la Russie, depuis Baïkonour ou bien depuis la Guyane. Il faut savoir que l'avantage que nous avons ici en Guyane, c'est notre position par rapport à l'équateur et donc ça facilite grandement la mise, je cherche mes mots. Ça facilite grandement la mise sur orbite et l'atteinte de l'orbite visée plus rapidement et donc ça permet également d'augmenter la capacité d'emport sous coiffe du lanceur. Okay. Alors Eve, une dernière question. Oui, du coup, je veux savoir comment est-ce qu'on fait pour assister à un lancement de fusée. Alors, comment est-ce qu'on fait pour assister à un lancement? Bien, il y a différentes possibilités. La plus simple, c'est que nous avons un service qui est dédié pour cela. Et donc, les personnes font une demande écrite vers ce service qui a en charge donc de proposer différents sites et de répertorier et de dispatcher ces invités sur ces sites-là et ensuite de leur faire un retour du carton d'invitation, puisque pour chaque lanceur et chaque lancement, on a des sites d'observation qui sont différents et qui sont activés en fonction de la trajectoire. D'autres sont désactivés, d'autres sont activés. Et donc, c'est ce service-là qui a en charge donc de s'occuper des invités. Et après, bien sûr, il y a des VIP entre guillemets qui eux sont pris en charge dès leur arrivée à Félix-Éboué aéroport et donc qui ont un programme spécifique pendant leur séjour et qui viennent uniquement pour le lancement. Et donc là, le traitement est différent. Et puis on peut ajouter quand même que si vous ne pouvez pas vous déplacer en Guyane, parce que forcément c'est pas la solution la plus simple, vous pouvez aussi suivre tous les décollages en direct du Centre spatial guyanais sur le site du CNES. Voilà, à défaut, on n'a pas les mêmes impressions, mais enfin, c'est toujours une solution.
on arrive au terme de cette rencontre. Il faut bien s'arrêter un jour. Moi, j'ai une question un petit peu plus personnelle pour toi, Aimé, puisque tu nous as dit que c'était en fait ton dernier vol. Et puis c'est vrai qu'on a l'impression qu'être directeur des opérations, c'est un petit peu le job idéal, si on peut dire. Alors, qu'est-ce qu'on fait après? Quels sont tes projets d'avenir? Vers quel horizon tu te diriges? En fait, il m'a été proposé un poste à la direction des lanceurs, donc à direction adjointe de la direction des lanceurs du CNES, et donc je vais rejoindre ces équipes en début janvier. Donc retour en métropole. Oui, retour en métropole, oui, tout à fait. Donc Parfait. je vais rejoindre les équipes du contrôle projet lanceur. Eh bien, merci beaucoup, Aimé, de nous avoir consacré cette heure. Évidemment, on te souhaite bon vent, bonne continuation dans tes nouvelles fonctions. Nous arrivons donc au terme de ce dernier CNES Talks de l'année, qu'on quitte ce soir, mais qu'on retrouve donc en opération à son pupitre dès la semaine prochaine. On rappelle que le décollage de Gaïa aura lieu le 19 décembre, donc jeudi prochain, à 10h12 exactement, heure de Paris, soit 6h12 du matin, très tôt, à Kourou. Ce sera donc à suivre en direct sur notre site tablette et smartphone, donc sur le www.cnes.fr/live. Merci Aimé d'avoir pris le temps de répondre à nos questions, malgré un programme, on le sait, qui est ultra chargé quelques jours avant le vol. Merci à tous les participants d'avoir passé cette heure avec nous. Merci à Guilhem qui a relayé les questions de Twitter et qui a préparé cette rencontre. Et bien sûr, merci à tous les internautes qui nous ont suivis en direct et qui ont interagi. Vous avez aimé ce Hangout, n'hésitez pas à le partager. La vidéo sera disponible dans les minutes qui suivent sur notre chaîne YouTube. Prochain Hangout, ce sera le 6 janvier, dès la rentrée, avec le président du CNES. Jean-Yves Le Gall, le jour de ses vœux à la presse, nous consacrera 1 heure pour vous présenter ses grands enjeux pour le CNES et ceux de la politique spatiale française en 2014. Donc voilà, il attend vos questions. Soyez au rendez-vous. En attendant, vous pouvez revoir l'intégralité de cette rencontre sur YouTube. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et surtout, restez connectés.